Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le sommet sur le financement des économies africaines s'est ouvert ce mardi en France. Le président Alassane Ouattara et ses pairs, ainsi que des représentants d'organisations internationales, y ont pris part. Le sommet vise à aider l'Afrique éprouvée par la pandémie de Covid-19 à se relever financièrement en mettant en place une stratégie économique. Le dossier Eco Plus de ce 20h se penche sur le processus d'indemnisation en rapport avec les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan lancé en 2018. 14 000 ménages sont concernés, mais qu'en est-il de leur situation aujourd'hui? Où en sommes-nous avec leur indemnisation? Élément de réponse tout à l'heure. Les États-Unis, à travers le Millennium Challenge Corporation, font don d'équipements composés de matériel informatique, technique et roulant aux structures sous tutelle du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ces dons réceptionnés par le ministre Amédée Kofi Kwaku et contribueront entre autres à l'amélioration du réseau routier. La lutte contre le coronavirus s'intensifie. Les États-Unis annoncent l'envoi supplémentaire de moins 20 millions de doses de vaccins à travers le monde en juin prochain, ce qui porte à 80 millions le nombre total de doses de vaccins promises par la Maison-Blanche. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le sommet sur le financement des économies africaines s'est ouvert ce mardi en France. Le président Alassane Ouattara et ses pairs, ainsi que des représentants d'organisations internationales, ont pris part à cette rencontre pour le développement. Clairement, il s'agit d'aider le continent africain éprouvé financièrement par le coronavirus en mettant en place une stratégie économique d'après-crise, nous rapporte Awatouri. Mobilisation de la communauté internationale pour affronter les conséquences de la pandémie de Covid-19 en Afrique. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara et des dirigeants des organisations internationales réunis autour du président français Emmanuel Macron en vue de définir une stratégie économique visant à apporter un soutien financier massif aux économies africaines durement éprouvées par la Covid-19 et poser les bases d'un nouveau cycle de croissance sur le continent. Aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons relancer nos économies. Et il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément, mais qui risquerait malheureusement d'être insuffisante. Donc nous allons voir dans quelle mesure tenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux. Ensuite, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre. Il y a aujourd'hui un ralentissement très fort de la croissance partout en Afrique après une année 2020 extrêmement difficile. Et il y a un besoin de financement entre aujourd'hui et 2025 qui est estimé à environ 285 milliards de dollars. Et puis en même temps, c'est le sommet de l'ambition parce que l'Afrique a tout pour réussir. Elle a une jeunesse, une force productive et la capacité à relever les défis, ceux de l'urgence climatique et alimentaire en particulier. Si collectivement nous décidons en effet de proposer une nouvelle donne. Et c'est cette première pierre que nous souhaitons porter lors de ce sommet de Paris. Tout ne sera pas réglé aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui un changement de paradigme que nous poussons, qui devra être poursuivi au G7, au G20 et que nous entendons poursuivre encore davantage sous la présidence française de l'Union européenne dans ce partenariat constant avec nos frères africains. Le sommet sur le financement des économies africaines fait suite à la diffusion d'une tribune de 18 dirigeants africains et européens publiée le 15 avril 2020 en faveur d'une mobilisation internationale pour atténuer l'impact de la crise économique et sanitaire liée à la pandémie à coronavirus en Afrique.
Et malgré cette pandémie, la Côte d'Ivoire entretient d'excellents rapports avec les États-Unis. Ce pays a mis à travers le Millennium Challenge Corporation a fait don d'équipements composés de matériel informatique, technique et roulant aux structures sous tutelle du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ces dons réceptionnés par le ministre Amédée Kofi Kouakou contribueront entre autres à l'amélioration des réseaux routiers. Jean-Luc Bangbo pour le reportage. Déflectomètres, ramasses tombantes et géoradars pour tester la qualité et la structure de la chaussée, des véhicules flambant neufs ou encore du matériel informatique. Des équipements que le gouvernement américain remet aux structures sous tutelle du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. C'est vraiment du matériel de dernière génération. On avait certains équipements, mais ce n'est pas les mêmes performances. La technologie évolue beaucoup et ça évolue très vite. Donc c'est du matériel que la Côte d'Ivoire souhaitait avoir et donc par le biais du peuple américain. Et je pense qu'aujourd'hui c'est chose faite. Du matériel remis dans le cadre du programme Compact, notamment en son volet lié au projet Abidjan Transport piloté par le Millennium Challenge Corporation MCC. Aujourd'hui, nous contribuons des matériels sophistiqués d'un coût d'$1 million et quelques. Je crois que ça va être vraiment une grande contribution à l'amélioration du réseau routier entre le port d'Abidjan et les sorties de la ville vers le nord, l'ouest et l'est. Accroître la compétitivité de la ville d'Abidjan en améliorant la fluidité du trafic, tel est l'objectif du projet Abidjan Transport. Le ministre en appelle à la responsabilité des structures sous tutelle bénéficiaires de ces équipements. Le matériel est un don du gouvernement américain. Ce sont les impôts des contribuables américains qui le permettent. Vous devez donc en prendre soin, l'entretenir et veiller là-dessus afin de pouvoir atteindre les objectifs assignés dans le cadre de ce compact. Au total, ce sont des équipements de plus d'1 milliard de francs CFA que ces structures, sous tutelle du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, devront recevoir dans le cadre de ce programme. Et on reste sur ce même chapitre parlant d'infrastructures. Justement, à quel rythme avancent les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan en reliant les communes du Plateau et de Yopougon, travaux lancés en 2018? L'ouvrage avance très bien. 50% du taux de réalisation pour le pont, 37% pour l'ensemble du projet, notamment les voies d'accès, les échangeurs. Les indemnisations, elles, concernent 14 000 ménages. Mais où en sommes-nous aujourd'hui avec ce processus? Qu'en est-il de la libération des emprises? Élément de réponse dans le dossier EcoPlus signé Lansene Bakayoko. Louis Ephrem fait partie des personnes appelées à libérer les emprises du 4e pont en construction. À quelques heures d'une nouvelle opération de démolition, il n'a pas encore perçu d'indemnisation. Louis Ephrem est venu faire part de ses inquiétudes au porte-parole des impactés du chantier. Si tu as un reçu comme ça, sache que tu serais indemnisé. Tant qu'on ne te paye pas, selon nos conventions qu'on a, personne n'ira. Il faut qu'on te paye. Les personnes impactées sont des propriétaires résidents et non résidents, des locataires de maisons, des commerçants ou même des entreprises qui exercent dans l'emprise du projet. Les quartiers concernés sont Yaoséi, Doucouré et Nouveau Quartier à Yopougon, Fromager, Jean-Paul II, Boribana et Santé à Atekoubé, Bromakoté et Adjamé Village dans la commune d'Adjamé. Benjamin Kambou a déjà négocié le montant de son désintéressement, mais les délais d'attente sont devenus insupportables. Au début, nous ont fait comprendre que nous devons libérer les locataires parce qu'ils ont déjà dédommagé les locataires et après financer les différents propriétaires pour que nous on puisse aller prendre un local en attendant de construire l'appartement que l'État a prévu pour nous. Et jusque-là, aujourd'hui, on a essayé de faire les démarches pour avoir la caution pour prendre la maison pour pouvoir libérer les locales. Mais nous ont fait comprendre que nous devons attendre jusqu'à ce qu'ils finissent de construire les nouvelles maisons pour que nous on libère le coin. Des propriétaires impatients de se faire payer, mais aussi mécontents du tracé de la route et des plans de lotissement initiaux qui ont été contournés. Où nous sommes coincés là, le coin qui a été loti officiellement, c'est là-bas on dit la voie a été déviée. De nous montrer le plan qui nous dit que la voie a été déviée, qui a été approuvée par le ministère jusqu'à présent.
Ils ne nous ont pas encore montré. Et puis nous tous on se refait sur l'ancien plan. Mais c'est dû à quoi? Et ceux qui ont construit sur la grande voie, ils sont là. Et la voie, on dit la voie est là. Oh la voie, voici la grande voie. Quand les gens venaient construire, on les a dit de ne pas construire sur la voie. Le maire est venu. Il dit ouais, c'est pas la peine de construire sur la voie. Mais ils ont tout fait, ils ont construit. Des complaintes infondées selon le Bureau national d'études techniques et de développement BNET. L'ex-direction générale des grands travaux affirme que le tracé de cette route obéit au plan directeur d'urbanisme de la ville d'Abidjan élaboré en 1972. Dans tous les cas, coupe-t-il, l'État a le pouvoir de déclarer tout espace d'utilité publique. Cet après-midi, le secrétaire général de la préfecture d'Abidjan, André Martin Kakou, par ailleurs président de la cellule de réinstallation, est en visite de terrain pour s'assurer que la libération des emprises se déroule bien. Un protocole établi avant chaque opération de déguerpissement. Puisque vous avez signé, vous avez des reçus, vous avez signé, forcément on va vous payer. Il y a une obligation. L'autorité préfectorale sillonne les allées des concessions. Ici, aux environs du nouveau quartier de Yopougon, plusieurs bâtiments ont déjà été décoiffés. Toutes ces familles déjà parties des maisons ont été indemnisées. Pour les autres, aucune inquiétude à se faire. Toutes les personnes qui ont été conviées à la série de négociations et qui ont émargé, c'est-à-dire qui ont signé les procès-verbaux de négociation, puis les certificats de compensation seront indemnisés. Dans le principe que nous avons arrêté avec les personnes impactées, ces personnes-là ne partiront que lorsqu'elles seront payées. Mais d'autres types de victimes sont venus exposer leurs préoccupations. Des propriétaires véreux ont logé de nouveaux locataires, pris des cautions alors qu'ils savaient les démolitions imminentes. Nous avons fait louer la maison, c'est-à-dire qu'on ne va pas casser. Au dernier moment, on a su que non, la maison là, on va casser, la voie prend. Donc on est là, on est incertain. On ne sait pas à quel moment ils vont venir dégueuler les gens. Donc on est là, on regarde. Pas de chance, ces nouveaux locataires ne font pas partie des 926 personnes qui recevront 1 milliard de francs CFA au plus tard ce mercredi. Au démarrage du projet, il y a eu un recensement. Donc le projet a impacté un certain nombre de personnes ainsi que des locataires. Donc c'est ces locataires-là qui étaient là avant l'annonce du projet qui ont droit. Mais il se trouve que ces locataires-là ayant reçu leur indemnité sont partis. Le propriétaire également a reçu son indemnité. Ils envoient de nouvelles personnes parce que nous n'avons pas encore démoli. Donc c'est clair qu'on ne va pas indemniser indéfiniment un loyer. En ce qui concerne les propriétaires résidents, des bâtiments sont en construction à Songon où ils pourront aménager à la fin du mois de mai. Faut-il le rappeler, le total des indemnisations s'élève à 31 milliards de francs CFA pour plus de 14 000 personnes impactées par le projet du 4e pont. À ce jour, 7 549 indemnisations ont été effectuées à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Sur les sites libérés, les travaux se poursuivent et les engins tournent déjà à plein régime. Le 4e pont se laisse déjà voir. Voilà, le 4e pont se laisse déjà voir. Les travaux se poursuivent, les indemnisations aussi. C'était le dossier EcoPlus signé pour vous, Lansine Bakayoko. La Côte d'Ivoire prépare le 27e congrès de l'Union postale universelle qui aura lieu à Abidjan en août prochain. Une délégation du Bureau international de l'UPU, conduite par son vice-directeur général, est en visite de travail pour s'imprégner des préparatifs. Et il a été reçu par le ministre de l'économie numérique, des technologies et de l'innovation. Le reportage d'Éric Goré. Cette délégation de l'Union postale universelle UPU va séjourner en Côte d'Ivoire pendant 5 jours pour travailler à la réussite du 27e congrès de ce réseau intergouvernemental. Au cours de cette rencontre avec le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, il s'est agi pour la délégation de l'UPU de réfléchir sur l'organisation pratique de cet événement international. Alors, il y a plusieurs enjeux, mais le plus grand, ça autour de la digitalisation du secteur postal. J'ai vu, Monsieur le ministre nous a longuement aussi parlé des volontés du gouvernement ivoirien en la matière. L'Union postale universelle a le même type de soucis, et donc les 192 pays membres
sont invités à rejoindre Abidjan pour en débattre au mois d'août. Et c'est ça l'enjeu principal pour la Poste. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays africain après l'Égypte à organiser ce congrès. Une fierté pour les autorités ivoiriennes. Nous attendons ce congrès depuis plus de 21 ans et nous sommes en 2021 prêts à le recevoir. Donc pour nous c'est une fierté. C'est un fort engagement de la Côte d'Ivoire. Donc le président Alassane Ouattara, le président de la République, tient à ce congrès. Le Premier ministre et son gouvernement aussi. Donc nous ferons tout pour que ce congrès puisse se tenir à Abidjan aux dates indiquées par l'UPU. L'Union postale universelle, UPU, a pour mission de stimuler le développement durable des services postaux universels de qualité, efficaces et accessibles, et de garantir également la libre circulation des envois postaux. Les examens à grand tirage démarrent bientôt. Les candidats se préparent. Le ministère aussi s'attelle à une bonne organisation de ces examens. Et justement, la ministre Mariatou Koné était dans les locaux de la direction de la statistique, de la planification et des stratégies, ainsi que la DECO, la direction des examens et concours. Objectif, c'est de rassurer de la bonne marche de la fabrication des cartes scolaires et s'enquérir de l'organisation pratique des examens. C'est scolaire. Mariatou Koné dans les locaux de la DSPS, la direction de la statistique, de la planification et des stratégies du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Dans cette direction sous tutelle, la première responsable de l'école ivoirienne est venue s'enquérir de la bonne marche de l'édition des cartes d'identité scolaire. Au niveau du secondaire de l'Éducation nationale, la carte commence d'abord par l'établissement. Nous avons des kits photos. Le clic est fait depuis l'établissement. Et en temps réel, nous recevons dans nos bases de données les informations sur l'enfant. Et lorsque nous avons les informations sur l'enfant, nous commençons directement le processus de la fabrication de la carte d'identité scolaire. De la prise de vue à la livraison en passant par le traitement des données, la personnalisation et la lamination de la carte scolaire, tout le processus de production a été passé en revue. Satisfaite du travail de ses collaborateurs, la ministre Mariatou Koné les invite néanmoins à tout mettre en œuvre pour un bon déroulement des examens de fin d'année. À la veille des examens à grand tirage, nous voulons comprendre comment sont produites les cartes qui permettent aux élèves de participer aux examens. Et je voudrais profiter du micro pour interpeller tous les directeurs régionaux, interpeller tous les chefs d'établissement et tous les proviseurs, que les cartes soient en main propre des élèves avant les examens. Avant la DSPS, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a effectué une visite à la DECO, la direction des examens et concours. Ici, elle a pris connaissance des grandes articulations de l'organisation pratique de la session 2021 des examens et concours. Elle a demandé à ses collaborateurs de s'impliquer durablement dans la lutte contre la fraude. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage est aussi sur le terrain. Le ministre Kofi Nguessan a visité plusieurs structures sous tutelle, entre autres le centre de perfectionnement des métiers de l'automobile à Vridi, c'est dans la commune de Port-Boué. Il est allé s'imprégner des conditions de formation des élèves de cet établissement. Il était accompagné, vous allez le voir, de certains experts et partenaires dont l'AFD, l'Agence française de développement. Konaté Moussa. Centre de perfectionnement au métier de l'automobile. Dans cet établissement, les élèves sont formés en mécanique, en électronique et en carrosserie peinture. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage visite les locaux. C'est un centre qui est extrêmement important dans notre dispositif et je peux assurer que nous allons tout mettre en œuvre pour appuyer ici toutes les actions, notamment les perspectives. Comment créer de nouveaux modules, comment créer de nouvelles formation pour attirer davantage. C'est vraiment la technologie et je suis persuadé qu'avec un peu de moyens, sans démagogie aucune, on pourra un jour fabriquer le moteur dans ce centre. Faire de l'encadrement technique et professionnel un secteur important de création d'emplois. L'appui de partenaires est sollicité. Ces experts internationaux font un état des lieux après la visite de plusieurs sites.
On a pu visiter de nombreux lycées techniques et de centres d'enseignement technique et de formation professionnelle et constater les besoins. C'était très important de faire cette visite pour identifier les pistes de collaboration et les besoins qui sont importants. Les visites qu'on a pu accomplir aujourd'hui nous ont montré beaucoup de choses très intéressantes. D'abord un personnel très motivé et très passionné. Et ensuite la nécessité d'avoir des rénovations en profondeur, tant sur le plateau technique que sur l'accompagnement des référentiels de formation. À la fin de la semaine, on va donner des préconisations à Monsieur le ministre dans ce sens-là pour accompagner effectivement la structuration de la formation technique et professionnelle et de l'apprentissage en Côte d'Ivoire. Il y a une mission qui est venue de l'extérieur pour nous aider à faire cette analyse situationnelle. Mais cette mission va nous permettre d'avoir une vue de départ sur les problèmes, mais sur aussi le potentiel existant et comment nous allons bâtir notre plan stratégique. La délégation du ministère et ses partenaires ont visité l'Institut des aveugles de Yopougon, les lycées techniques de Yopougon et Cocody, le centre de bureautique, de communication et de gestion CBCG et l'IPNET, l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique. Ça bouge bien aussi au niveau du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Le ministre Mamadou Touré a rencontré dans la commune de Port-Boué les élèves du collège moderne de la cité du port. L'objectif est de promouvoir et sensibiliser ces jeunes sur les valeurs d'excellence, de civisme et de patriotisme. Jean Magagui. Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, dans l'enceinte du collège moderne de la cité du port, dans la commune de Port-Boué. Les 927 élèves de cet établissement secondaire sont instruits par le ministre sur les valeurs du drapeau et de l'hymne national, symbole de la République. Il invite par cette action ces jeunes apprenants à changer de mentalité et à faire de l'excellence leur devise à l'approche des examens de fin d'année. Je suis venu moi-même aujourd'hui évaluer la situation et profiter de cette occasion pour encore réitérer des conseils à ces élèves, puisque dans quelques semaines, certains d'entre eux iront à des examens. C'est un fort moment de pression. Faire en sorte que ces enfants puissent bien travailler. Une réflexion serait lancée sur la contribution de l'ensemble des élèves de Côte d'Ivoire, comment mettre en contribution ces enfants à travers des actions en faveur de leur pays et en faveur de leur communauté. C'est une réflexion que je vais poursuivre avec la ministre de l'Éducation nationale. À l'instar d'autres écoles du district d'Abidjan, 437 élèves du collège moderne de la cité du port ont bénéficié il y a quelques mois de titres de transport de la part du ministère chargé de la jeunesse en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Voilà, et comme on l'a vu, toutes ces activités se déroulent dans le respect des mesures barrières. Justement, l'Afrique se relèvera du coronavirus à coup sûr. Je rappelle qu'un sommet sur le financement des économies africaines s'est ouvert en France aujourd'hui en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara. La pandémie sévit mais ne fera pas plier l'Afrique. La sensibilisation continue. Voyons donc les chiffres du jour dans notre pays. On reste vigilant, le coronavirus continue de circuler. Ce mardi 18 mai, on dénombre en Côte d'Ivoire 47 cas positifs sur 1801 échantillons prélevés, soit 2,6% de cas positifs, 61 nouvelles guérisons et 0 décès, 234 cas actifs, 366 285 personnes se sont faites vacciner à ce jour. Faisons-nous tous vacciner et préservons notre santé et celle des autres. Voilà, la lutte contre le coronavirus s'intensifie. Les États-Unis annoncent l'envoi supplémentaire d'au moins 20 millions de doses de vaccins à travers le monde en juin prochain, ce qui portera à 80 millions le nombre total de doses de vaccins promises par la Maison-Blanche. Le président américain promet de partager des doses Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson avec le reste du monde afin d'aider à vaincre ce virus qui fragilise depuis plus d'un an maintenant l'humanité. Pour Joe Biden, la lutte contre le coronavirus n'est pas terminée, mais la lumière au bout du tunnel est plus vive. Autre maladie à éradiquer, l'hypertension artérielle, une affection chronique qui touche
1 adulte sur 2 en Côte d'Ivoire. La lutte s'accentue donc dans notre pays. Vous allez le voir, des actions sont menées pour ne plus ignorer cette maladie, entre autres sensibilisation, dépistage gratuit. La Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle est en campagne en ce moment même à Bengoro. Herman Niamien pour le reportage. Chantal Bennett Denyawo est cadre supérieur dans une entreprise de la place. Il y a quelques années, elle a été victime d'un accident cardiovasculaire AVC. Un coup dur qu'elle n'oubliera pas de sitôt. Je me suis réveillée à l'hôpital et le diagnostic est tombé. Vous avez fait un AVC. Ces 3 lettres sont synonymes d'un tsunami dans une vie. Parce que votre vie d'avant n'existe plus. Vous ne savez plus qui vous êtes en fait. Vous devez réapprendre tout. Les accidents cardiovasculaires et l'hypertension artérielle, 2 mots qui font énormément de victimes de nos jours. L'hypertension, c'est une affection qui peut toucher tout le monde. On estime qu'un adulte sur 3, ici en Côte d'Ivoire, a de l'hypertension artérielle. Le problème, c'est que c'est une maladie, dans plus de la moitié des cas, qu'on ne ressent pas. La gravité de cette maladie, c'est que lorsqu'elle est découverte, il est déjà trop tard. D'où son appellation de tueur silencieux. Les médecins recommandent donc le dépistage régulier pour l'éviter. Pour nous, la prévention est indispensable. Il ne faut pas attendre d'être malade pour aller voir un spécialiste. Il faut que vous sachiez les constantes que vous devez avoir selon votre âge. Les dernières statistiques estiment la prévalence de l'hypertension artérielle à 38% de la population adulte. Si nous prenons la population des retraités, nous avons une prévalence à 60%. C'est vraiment énorme. Ce que nous voulons, c'est que les populations comprennent et adhèrent aux mesures de prévention. Parce qu'on peut éviter l'hypertension artérielle en adoptant des mesures de prévention, les mesures hygiéno-diététiques, faire le sport, manger sainement. Et parfois, cela est difficile à mettre en pratique, alors que c'est la solution idéale. Et parfois, quand l'hypertension artérielle est contrôlée par le médicament, ils ont le sentiment de guérison et ils arrêtent les médicaments. Il ne faut pas arrêter les médicaments. Au cours de cette célébration de la 17e journée mondiale de l'hypertension artérielle à Bengoro, les initiateurs ont privilégié la sensibilisation, les dépistages gratuits et le renforcement des capacités des médecins généralistes, des infirmiers et sages-femmes qui sont les professionnels de premier contact de la population. Et je vous conduis maintenant dans la ville historique de Grand Bassam où le roi de Mossou, Sa Majesté Nana Kanga Assoumou, roi des Abourés, a été élevé au grade d'officier de l'ordre national, une distinction de l'État ivoirien pour service rendu à la nation. En présence de son peuple, le roi a exprimé toute sa gratitude, nous dit Sidonie Davila. Nous vous faisons officier de l'ordre national. 30 ans de règne couronné par une distinction. Le 21e souverain de Grand Bassam, roi de Mossou, Nana Kanga Assoumou, reçoit les honneurs de la nation ivoirienne par cette distinction. Désigné par ses pairs pour accomplir cet acte, le président du SESEC, Jenaka Awele, également président du conseil régional du Sud Comoé, a remis les insignes du grade du roi de Mossou, officier de l'ordre national. Au service de son peuple, au service de son royaume et de la nation tout entière, Sa Majesté Nana Kanga Assoumou a apporté progrès, saine émulation, modernité, stabilité et sérénité sociale dans sa société, dans le Sud Comoé et au-delà. Ce sont là autant de faits et réalités tangibles qui n'ont pu échapper à la vigilance éclairée de l'État de Côte d'Ivoire sous la haute autorité de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République. Pour Sa Majesté Nana Kanga Assoumou, le récipiendaire, cette cérémonie de distinction est historique et chargée de symboles. Monsieur le Président du CESEC, Aoula Kanga voudrait vous confier 2 missions. Celle de transmettre au Président de la République toute sa reconnaissance et son infinie gratitude pour avoir autorisé cette décoration, mais surtout celle d'obtenir auprès de son Excellence une audience pour qu'il puisse
traduire ces remerciements de vive voix. La cérémonie de distinction du roi de Mossou, Nana Kanga Assoumou, intervient une semaine après les festivités de son trentenaire à la tête du royaume des Abouré Ehé. Et on poursuit notre périple dans ce 20 heures à Divo, dans la région du Logibwa. Plusieurs cadres du Grand Centre, dont des membres du gouvernement et le directeur du cabinet du Premier ministre y étaient en visite. Une visite pour marquer leur soutien aux actions de développement du président de la République. Ces cadres ont prié aussi pour la paix à l'église et à la grande mosquée de Divo. Mamadou Kwasi. Une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Pierre Saint-Paul de Divo. Les membres de l'association des cadres du Centre pour le développement ACCD louent le Seigneur pour la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi pour les bons résultats enregistrés lors des dernières législatives. Ces cadres du centre sont venus confier l'avenir du pays au Seigneur. Nous, les cadres du Grand Centre élus, avions décidé de venir prier. Non seulement remercier le peuple de l'Odjibois, mais aussi prier Dieu. Prier Dieu pour son soutien. Une marque de reconnaissance saluée par le curé Hervé Dagoba, qui dans son homélie a invité les fidèles catholiques à s'inscrire dans les pas du Seigneur. Et Jésus prie son Père pour l'unité de ses apôtres. Il veut que ses apôtres après lui restent unis. Et je crois que c'est une prière qui doit toucher tous les Ivoiriens. Nous avons besoin de temps d'unité, nous avons besoin de temps de paix. Après l'étape de l'Église catholique, les membres de l'association des cadres du Centre pour le développement se sont retrouvés à la grande mosquée de la ville de Divo. Amédée Kofi Kwaku et ses camarades sont allés solliciter les prières des imams et autres guides religieux pour le président de la République et pour son gouvernement, mais aussi pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Demander des bénédictions et des prières pour le président de la République, pour le Premier ministre, prier pour que notre pays soit en paix. Vous savez que pour que le pays aille de l'avant, il faut de la cohésion, il faut l'entente. Et Divo est le creuset où vivent ici beaucoup des fils venus d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Ce séjour de Divo, qualifié de pèlerinage dans le Lodjibois, a été l'occasion pour les membres de cette association de développement de parler de perspectives, raison de la mobilisation de l'ensemble des cadres et élus. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qualifie de grave crise pour l'Espagne et aussi pour l'Europe. La vague de records de migrants arrivés ces dernières 24 heures à Ceuta ainsi qu'à Melilla, enclave espagnole située dans le nord du Maroc et seule frontière terrestre entre l'Afrique et l'Union européenne. Selon le ministre espagnol de l'Intérieur, plus de 6 000 migrants sont entrés illégalement à Ceuta depuis lundi. Le gouvernement espagnol annonce que tous les migrants adultes entrés illégalement sur son territoire seraient expulsés dans le cadre des accords signés avec le Maroc depuis des années. On peut rester en Afrique et réussir. L'Eldorado, c'est forcément sur ce continent. Merci de nous avoir suivis. Demain 13h, retrouvez Abdoulaye Koné. N'oubliez pas, prenez soin de vous et à très bientôt.